Et en fait, la politique monétaire est devenue effroyablement complexe. Si ça marche, c'est potentiellement un changement de paradigme, un changement pour l'économie, pour la politique et même pour la civilisation. C'est le résultat d'un siècle entier de propagande. Quelques inconnus ont révolutionné la manière dont on transfère la valeur sans demander l'avis des gouvernants. Où on est dans un système complètement délirant, où la monnaie ne repose sur rien, elle est complètement factice. C'est la monnaie fiat. Et Bitcoin change tout ça. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire, en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Yorick, bienvenue sur le Crypto Daily. Salut Benjamin. Merci de t'être déplacé. On est impatient de faire cette interview avec toi. Je te propose qu'on commence directement. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Yorick ? J'ai 47 ans, actuellement je suis haut fonctionnaire, j'ai eu des expériences dans le milieu politique, dans l'industrie, et je me passionne pour le Bitcoin depuis 2016. Tu nous dis que tu es haut fonctionnaire, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? Alors je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes. Donc c'est magistrat financier dans cette juridiction un peu spécifique qui est chargé de contrôler les comptes et la gestion de l'État. Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne dans la vie ? Oui, une citation extrêmement profonde d'un Jean Commerson, un auteur français, qui dit « Soyez heureux, là est le vrai bonheur ». Je la connaissais pas. Elle est effectivement, elle est assez profonde, j'aime beaucoup. Tu nous disais que tu étais passionné de Bitcoin depuis 2016. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans le terrier ? Je l'ai découvert en fait fin 2015 en lisant le dossier légendaire de The Economist. Ensuite, j'ai laissé tomber. Et puis en reparlant avec un ami début 2016, là j'ai décidé de creuser un peu plus. Et je me suis rendu compte que c'était une concrétisation possible de théories qui me tenaient déjà à cœur depuis un certain nombre d'années, celle de l'école autrichienne, qui disent notamment qu'il est nécessaire de séparer la monnaie de l'État. Et je me suis dit, tiens, mais là, il y a une opportunité de séparer la monnaie de l'État. Si ça marche, c'est potentiellement un changement de paradigme, un changement pour l'économie, pour la politique et même pour la civilisation. Donc j'ai décidé de creuser et ça m'a pris plusieurs mois. Et au bout d'un an, j'ai commencé à écrire des articles et à faire des conférences. Comment c'était l'écosystème Bitcoin en 2016 ? Alors, le Bitcoin était à 400 euros et en fait, on était vraiment dans une phase d'oubli complet de cette chose-là. Après l'effondrement de début 2014, où il était passé de $1000 à 300-400 $. Donc il y avait quelques startups, il y avait Wallet, il y avait A5, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre sur Bitcoin. Et en revanche, il y avait quand même le boom d'Ethereum, puisqu'il y avait eu l'ICO quelques années avant. Est-ce que tu étais déjà à la Cour des comptes en 2016 ? Non, j'avais quitté mon job chez Total, où j'avais passé quelques années. Et j'étais en phase de transition en fait, entre les deux, et donc j'avais un peu de temps pour creuser Bitcoin, et ça c'était une chance. J'ai pu y passer plus de temps que je n'aurais pu si j'avais eu un job par ailleurs, quoi. Tu as un livre à nous conseiller sur Bitcoin tout de suite, qui est pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mais qui veut gratter encore plus ? Il y a la Bible mondiale d'un point de vue économique, qui est The Bitcoin Standard de Saifeddin Ammous, dont la traduction française malheureusement est très mauvaise malgré une révision. Et puis en économie monétaire, il y a un petit livre que j'aime beaucoup, qui est lumineux d'un point de vue théorique et historique, qui est What has government done to our money de Rothbard. En français, c'est, je crois... Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? État, qu'as-tu fait de notre monnaie ou quelque chose comme ça ? Je ne sais plus. Ok, très bien. Deux livres à lire si ce n'est pas déjà fait. En quoi consiste aujourd'hui ton travail en tant que conseiller référendaire au sein de la Cour des comptes ? Alors, je fais des contrôles d'administration de l'État de niveau national, ministère, établissement public, entreprise publique, ou des enquêtes sur les politiques publiques. Donc on fonctionne par équipe et on passe plusieurs mois sur un sujet en posant toutes les questions qu'on veut à nos interlocuteurs, en demandant tous les documents dont on a besoin et on
rédige ensuite un rapport qui est soumis à notre hiérarchie, qui est ensuite adapté, ajusté. Et en fonction de ce qu'on trouve, à la fois sur la régularité comptable et sur la pertinence et l'efficience de la gestion financière, gestion immobilière, gestion des ressources humaines, etc. Il y a des conséquences variées, qui peuvent être des conséquences juridictionnelles ou des conséquences plus médiatiques ou politiques, puisqu'on publie maintenant l'essentiel de nos travaux. Donc, l'objectif, c'est aussi de faire des recommandations pour inciter les administrations à se réformer, à mieux se gérer, à moins gaspiller l'argent public. Comment est-ce que tu décris Bitcoin à une personne qui ne connaît pas ? C'est du cash numérique. Le cash, on voit ce que c'est, le cash physique. On a tous des pièces, et c'est donc de la monnaie qu'on peut utiliser sans qu'il y ait de tiers de confiance dans la transaction, qui ait le pouvoir d'interrompre la transaction, pour quelque motif que ce soit. Et ça n'existait pas de manière numérique avant Bitcoin, et grâce à Bitcoin, ça devient possible. C'est de la monnaie qu'on peut utiliser, ou de la quasi-monnaie, sans qu'il y ait de tiers de confiance qui ait le pouvoir d'interrompre la transaction. Ça tombe bien qu'on parle de monnaie. Yorick, tu vas nous faire un petit cours aujourd'hui. Comment fonctionne la monnaie et sur quel principe repose-t-elle ? Alors, il y a une citation de Valérie Larbaud que j'aime bien, qui dit « L'amour est une chose facile, mais le mariage, 3 petits points ». Et en fait, on pourrait dire la même chose pour la monnaie. La monnaie, c'est une chose facile, mais la politique monétaire, 3 petits points. Et en fait, la politique monétaire est devenue effroyablement complexe, alors que la monnaie, c'est fondamentalement quelque chose de très simple. La monnaie, elle existe dans l'humanité pour faciliter l'échange entre les gens, l'échange économique. Sachant que l'échange est extrêmement important pour la prospérité et la civilisation. S'il n'y avait pas d'échange entre nous, chacun on vivrait avec un niveau de vie misérable. On devrait tout produire chacun. Donc la monnaie, elle existe pour faciliter l'échange, notamment par rapport à une situation où on échangerait de manière directe, c'est-à-dire par le troc. On s'est rendu compte qu'en échangeant de manière indirecte, avec un intermédiaire, on pouvait décupler les potentialités de l'échange. Et donc la monnaie, c'est quelque chose qui est apparu spontanément dans l'humanité, qui n'a pas été inventé par la puissance publique, contrairement à l'idée qu'on veut nous faire croire, et qui a pris des formes très variées dans l'humanité, à mesure qu'on expérimentait des choses. Et progressivement, l'humanité, par tâtonnement, par expérimentation successive au gré des millénaires, s'est rendu compte que la chose la plus pratique pour servir de monnaie, c'était les métaux précieux, pour un certain nombre de raisons. Et puis ensuite, ça a changé quand les États ont essayé d'accaparer cette institution à leur profit, et notamment au XXe siècle, où ils ont développé l'usage des banques centrales, réglementé le secteur bancaire, imposé certaines formes de monnaie, limité l'usage de certaines formes de monnaie comme les métaux précieux, jusqu'à l'époque actuelle, où on est dans un système complètement délirant, où la monnaie ne repose sur rien, elle est complètement factice. C'est la monnaie fiat. Et Bitcoin change tout ça. C'est quoi aujourd'hui les principaux problèmes avec la monnaie fiat ? Donc fiat en latin, ça veut dire qu'il en soit ainsi, et donc ça veut dire que la puissance publique décrète qu'une certaine chose est une monnaie. Un billet de papier, l'État nous dit voilà, ça c'est de la monnaie. Alors que dans un système où il n'y aurait pas cette imposition, probablement les gens utiliseraient d'autres choses comme monnaie, des choses qui leur conviendraient mieux, qui leur inspireraient davantage confiance. Et le problème principal, c'est que l'État peut tripatouiller la monnaie à sa guise et notamment manipuler le régime d'émission de la monnaie et créer de la monnaie à son profit, notamment pour faire baisser les taux d'intérêt, ce qui lui permet de s'endetter à faible coût. Et donc ça engendre un certain nombre de problèmes à la fois économiques, ça distord l'activité économique, ça distord le système des prix, ça crée des cycles économiques artificiels qui ne sont pas bons. Et puis il y a des problèmes sociaux, ça avantage certaines catégories au détriment d'autres, ça engendre des redistributions de pouvoir d'achat relatifs. Et puis il y a un problème politique parce que ça donne un énorme pouvoir à la puissance publique et ça lui permet en fait d'étendre son pouvoir de manière sans doute excessive dans un système qui privilégie la liberté. On va développer un peu ce pan-là, Yorick, si tu permets. La création de monnaie et l'inflation qu'on a l'habitude dont on parle énormément, notamment dans tout ce qui va être l'écosystème Web3, Bitcoin, etc. Comment l'impression de la monnaie dévalue notre pouvoir d'achat, etc. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on explique ça plutôt aujourd'hui ? Alors en fait, la monnaie, supposons qu'il y a une certaine quantité de monnaie dans l'économie. Si à un moment donné la puissance publique dit voilà, je multiplie par 10 cette quantité de monnaie,
forcément, ça augmente le pouvoir d'achat de certains acteurs dans l'économie qui vont se mettre à acheter plus et progressivement, ça va faire augmenter les prix des choses qu'ils vont vouloir acheter. Et cette augmentation des prix, elle se diffuse dans l'économie et donc, inéluctablement, au bout d'un certain temps, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de la quantité de monnaie engendre une augmentation des prix. Donc une inflation monétaire engendre une inflation des prix, progressivement. C'est inéluctable. Et depuis quelques décennies, en fait, les politiques monétaires consistent à accroître énormément la quantité de monnaie. Pour toutes sortes de raisons, relancer l'économie, faire face à une crise financière, une crise sanitaire, etc. Mais donc, à court terme, tout le monde est très content de cette augmentation monétaire parce que ça permet de limiter les dégâts dans certaines situations de crise. Mais à moyen et à long terme, ça engendre inéluctablement toutes sortes d'effets pervers, notamment une augmentation des prix. Et l'augmentation des prix, elle distord profondément le fonctionnement de l'économie. Et elle est très regrettable. Est-ce que Bitcoin, c'est la solution ? Oui, c'est la solution, parce que Bitcoin, son régime d'émission ne peut pas être manipulé par l'État. Et son régime d'émission est capé. Il y a une masse monétaire qui est vouée à rester fixe, avec cette fameuse asymptote à 21 millions. Alors, en théorie, l'État pourrait essayer de modifier ce régime d'émission s'il jouait le jeu du protocole open source en proposant un changement et en le faisant accepter par les nœuds du réseau. Via les BIP. Mais en fait, ça n'a aucune chance d'être accepté. Surtout si ça vient de l'État. Et voilà, donc ça ne se fera pas. Après, il y a tout un débat sur est-ce qu'une quantité fixe de monnaie est apte à faire fonctionner une économie sophistiquée. Et est-ce que ça l'est alors ? Et alors, il y a des arguments qui jouent dans tous les sens. En fait, il y a dans la science économique contemporaine, il y a plutôt un consensus pour répondre non. Pour dire non, ça n'est pas bon, une masse fixe. Et donc, les partisans du Bitcoin sont très minoritaires en termes d'analyse économique. Et eux, en général, ils s'inspirent plutôt des arguments de l'école autrichienne qui dit si une masse monétaire fixe est tout à fait apte à faire fonctionner l'économie. Il faut deux conditions. Il faut d'abord que l'unité monétaire soit très divisible pour que les prix puissent s'ajuster si il y a une forte demande de la consommation et que les prix baissent du coup. Et la deuxième conséquence, logiquement, il faut que les prix soient flexibles, qu'ils puissent s'ajuster. Or, on est dans des économies où il y a certains domaines où il y a une faible flexibilité des prix. Par exemple, les prix du travail, les salaires, très encadrés. Psychologiquement, c'est difficile d'accepter des baisses de salaire qui pourtant auraient lieu dans une économie Bitcoin. Ce serait une économie déflationniste. Donc, il y a quand même des arguments intéressants pour dire que ça va être compliqué, une économie avec une masse monétaire fixe. Mais ce qui compte, c'est de voir qu'il y a des transitions qui sont possibles. Ces choses-là ne peuvent pas s'ajuster immédiatement, mais à long terme, c'est envisageable. Déjà, est-ce que tu peux nous définir la déflation ? Alors, la déflation, au sens commun, c'est une baisse des prix généralisée et durable. Et donc, il y a, depuis la crise de 1929, une sorte de spectre, de hantise de la déflation, parce qu'on l'associe à la crise économique. Or, c'est trompeur, parce qu'on peut estimer qu'il y a deux types de déflation, comme pour les chasseurs. Il y a la bonne déflation et la mauvaise déflation. Il y a la mauvaise déflation, c'est celle, effectivement, qui vient d'une crise économique majeure, et notamment de ce qu'on appelle un credit crunch, quand les banques n'accordent plus de crédit et que les entreprises ne peuvent plus se financer et qu'elles doivent licencier, qu'il n'y a plus de demande de consommation, etc. Mais ça, en fait, ça, c'est pas la résultante du fonctionnement du capitalisme normal. D'après l'école autrichienne, c'est plutôt la résultante de crises provoquées par des politiques monétaires excessives pilotées par l'État. Et la bonne déflation, c'est celle qui a lieu dans un capitalisme normal, quand il y a de la concurrence et quand il y a de l'innovation technologique, naturellement, il y a une tendance à baisser les prix qui se fait au bénéfice des consommateurs. Par exemple, on le voit depuis des décennies dans le secteur de l'informatique, et qui n'empêche pas l'économie de fonctionner, qui n'empêche pas les profits des entreprises. On le voit bien avec Apple, qui est en plein dans ce secteur, qui est l'entreprise la plus prospère de l'histoire de l'humanité, alors qu'elle est dans un secteur où les prix baissent durablement. Aujourd'hui, les monnaies comme le dollar, l'euro ou le yen peuvent être remplacées.
elles ne pourront pas être remplacées très facilement parce que les États ont un besoin vital de maintenir leur emprise sur la monnaie dans le système sociopolitique actuel. Parce qu'ils ont besoin de se financer et le niveau des prélèvements obligatoires a atteint des montants tels que ça va être difficile d'augmenter les impôts sans déclencher des révolutions. Or, les puissances publiques n'arrivent pas à faire des économies sur les dépenses. Et puis, comme on est dans des démocraties clientélistes, il faut que les politiciens promettent toujours plus de dépenses. Donc, le moyen de compléter le financement au-delà de l'impôt, c'est la dette. Et pour s'endetter facilement, il faut des taux d'intérêt faibles. Et pour que les taux d'intérêt soient plus faibles que ce qu'ils seraient dans un régime de marché normal, il faut que la puissance publique puisse émettre de la monnaie facilement. Et ça, c'est ce qu'elle fait grâce au dispositif des banques centrales. C'est donc un besoin vital pour les États de maintenir ce système. Mais le Bitcoin va les obliger à s'adapter s'il n'est pas torpillé en cours de route. Si la demande pour le Bitcoin augmente, les États, pas tout de suite, mais dans quelques décennies, dans quelques générations, devront s'adapter. Les États n'essaieraient pas plutôt de torpiller et de détruire le Bitcoin à ce moment-là ? Si, absolument, mais ils sont en train de se rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que Bitcoin a atteint un niveau de robustesse lié à la décentralisation des nœuds et à la puissance de minage, qui fait que pour tuer Bitcoin, ça va être très 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 difficile. Alors des États ont essayé de l'interdire, mais on voit bien que ça sert strictement à rien. Donc la stratégie actuelle des États, même si elle n'est pas forcément totalement consciente, c'est plutôt de freiner l'essor de Bitcoin par la fiscalité, la réglementation, la diabolisation politique et culturelle. Mais en fait, ça n'empêche pas Bitcoin de se développer. Donc ça devient extrêmement perturbant et traumatisant pour la puissance publique. C'est pas compliqué d'être haut fonctionnaire et à côté aussi d'être fan comme ça de Bitcoin. Est-ce que tu essayes à travers ton travail de démocratiser Bitcoin, etc. Alors, j'ai fait 2 conférences en interne à la Cour des comptes qui ont été appréciées et les gens sont curieux et intéressés par ces sujets. Ils ont des opinions plutôt conservatrices là-dessus. Et en plus, les sujets monétaires ne sont pas dans le cœur de métier de la Cour des comptes. Puis dans le reste de la sphère publique, il y a plutôt un attachement culturel au système monétaire traditionnel et donc une certaine réticence vis-à-vis des cryptos et du Bitcoin. Mais en même temps, chacun maintenant a dans sa famille des gens qui comprennent les cryptos et qui s'y intéressent, y compris les hauts fonctionnaires. Donc voilà, progressivement, ces choses se développent. Qu'est-ce que tu réponds à la question de quelqu'un qui va te dire « Oui, mais Bitcoin, ça ne repose sur rien ». Ça dépend de ce qu'on appelle reposer sur quelque chose. Si on cherche la valeur intrinsèque de Bitcoin, déjà, il y a une question en théorie économique, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont une valeur intrinsèque ? Et les Autrichiens, par exemple, répondent non. En économie, rien n'a de valeur intrinsèque, puisque la valeur est subjective. C'est une des particularités de l'école autrichienne. Et moi, je pense que c'est plutôt correct comme analyse. Après, si on ne parle pas de valeur intrinsèque, mais plutôt d'usage non monétaire, par exemple, pour l'or, il y a un usage non monétaire, c'est à la fois la bijouterie et puis des usages industriels. En fait, pour Bitcoin, il y a un usage non monétaire. Et ça, c'est peu connu. Et pourtant, si les journalistes faisaient un peu leur travail, ils comprendraient cet aspect. Ils arrêteraient de véhiculer ce cliché selon lequel Bitcoin n'a pas d'usage non monétaire. Et c'est quoi l'usage non monétaire de Bitcoin ? C'est une infrastructure de paiement hyper novatrice, qui permet des paiements désintermédiés, incensurables, programmables, instantanés et relativement anonymes. Et ça, c'est un aspect non monétaire. Et la valeur subjective qu'on attribue au token Bitcoin et à son usage éventuellement monétaire, elle dépend de l'évaluation qu'on se fait du caractère révolutionnaire de cette infrastructure de paiement. Même si on ne raisonne pas forcément comme ça, de facto, le marché aboutit à cette évaluation. En tout cas, moi, c'est mon impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu verrais les choses de cette manière ? Je fais partie de l'école où on m'a appris dans ma jeunesse que l'économie américaine repose sur le dollar, que d'avoir aujourd'hui des sociétés qui utilisent la crypto-monnaie, c'est dangereux. Je suis assez conservateur comme ça. Du moins, je viens d'un milieu très conservateur. Comme nous tous, en fait. On nous a inculqué cette vision. Bien sûr, on nous a inculqué. La monnaie, c'est aujourd'hui vraiment
un peu la force de l'État, c'est ça qui va différencier un État fort d'un État faible. Hein. C'est tout simplement la monnaie qu'il émet, s'il l'aimait d'ailleurs ou s'il l'aimait pas. Ça, pour moi, c'est très compliqué aujourd'hui de devoir expliquer un peu mes oncles, mes tantes, comment ça marche, parce que je sais qu'ils vont rester sur oui, mais non, ça repose sur rien. Moi, je vais leur parler de l'électricité, je vais leur dire non, parce que voilà, il y a toute l'électricité derrière, le prix de l'électricité que ça coûte à miner un bitcoin. Mais à la fin, je vais toujours, moi du moins, je me retrouve face à un mur. Ben oui, c'est normal, mais c'est le résultat d'un siècle entier de propagande étatique. Et nous, ça fait 2009, donc. Et donc, c'est normal que ça nécessite un peu de temps. Et en plus, là, on est dans l'ère numérique où l'idée qu'une monnaie puisse reposer sur un protocole informatique non piloté par l'État, en fait, cette idée est complètement ahurissante et très difficile à faire comprendre. Et pourtant, on a bien quand même une infrastructure de paiement révolutionnaire sécurisée par une décentralisation des nœuds et une gigantesque dépense d'énergie. Et ça, c'est factuel. Et la décentralisation est prouvée, surtout. Voilà, ça, c'est factuel, c'est objectif. Mais simplement, admettre cette idée est très difficile pour beaucoup de gens. Et c'est normal dans cette phase de transition, mais progressivement, on va arriver à une phase où il n'y aura plus besoin de comprendre ça. L'habitude, le temps qui sera passé, le fait que Bitcoin existera toujours dans 20 ou 30 ans sans jamais avoir été piraté, fera que, en fait, les gens l'utiliseront sans même essayer de comprendre comment ça marche. Mais dans la phase actuelle, c'est normal d'être sceptique. Et les MNBC alors ? Les MNBC, c'est une réponse de la puissance publique à l'essor des cryptos. Une réponse sur deux plans. D'abord, les cryptos, et surtout Bitcoin, ont objectivement disrupté les systèmes de paiement et les systèmes monétaires et rendent possible des choses que les systèmes fiat ne permettaient pas parce qu'ils avaient été incapables d'évoluer et de progresser. Et là, quelques inconnus ont révolutionné la manière dont on transfère la valeur sans demander l'avis des gouvernants. Donc les banques centrales sont humiliées. Et donc, elles essayent de répondre par leurs gadgets qui n'apportent strictement rien par rapport à Bitcoin, au Lightning Network, à Ethereum, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est une réponse au traumatisme de la révolution monétaire que représente Bitcoin. Les banques centrales et la puissance publique veulent garder le contrôle sur la monnaie, ne veulent surtout pas que cet objet leur échappe, et donc vont devoir essayer de renforcer leur emprise sur la monnaie. Et le projet non assumé enfin parfois assumé d'ailleurs, des MNBC, c'est de garder le contrôle. C'est une question de contrôle. Et même le président de la Banque des règlements internationaux l'a avoué. Il a dit, avec les MNBC, on va garder un contrôle total sur les transactions. Merci d'écouter le Crypto Daily. Quel est ton avis sur le Salvador, Yorick ? Moi, je trouve que c'est une expérience assez fascinante, complètement inattendue, parce qu'on n'avait pas tellement prévu qu'un État essaye d'imposer à sa population l'usage de Bitcoin. Je suis allé voir sur place, j'y suis allé 2 fois. La première fois, 1 an et demi après, non, quelques mois après l'application de la loi. Donc il y avait une espèce d'effervescence, et puis en plus on était au sommet des cours. Et puis j'y suis retourné il y a quelques semaines en fait, et là, plus personne n'utilise le Bitcoin. Les gens ont été traumatisés par le Chivo Wallet, qui est un truc complètement pourri, dont moi j'avais subi aussi le mauvais fonctionnement. Il était pourri comment ? En fait, c'est un truc imposé, enfin pas imposé, mais encouragé par l'État et qui recrée l'existence d'un tiers de confiance, qui fonctionne pas bien, voilà, qui n'est pas sain du tout. Voilà. C'était une custodier ou non custodiale ? Il est... en fait, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, c'est une boîte noire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais fait un achat dans un magasin, et puis mon Bitcoin a quitté mon wallet, je ne possédais plus. En revanche, le commerçant ne l'a jamais reçu. Et donc, il y a quelqu'un au passage qui, lui, l'a gardé. Qui lui l'a reçu. À travers le Chivo Wallet qu'utilisait le commerçant. Donc, c'est pas un wallet Lightning comme on a l'habitude d'utiliser. Non, ça a recréé un tiers de confiance, voilà. Et la population l'a utilisé parce que c'était encouragé par l'État, mais c'était même pas une obligation. Il y avait $30 offerts ou quelque chose. Voilà, ouais. Et puis surtout, les gens ont été traumatisés par l'effondrement du cours et donc se sont dit, non, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Mais là encore, c'est normal. Je pense que l'usage va se redévelopper quand le bull run repartira. Et après, il y a quand même l'idée que imposer Bitcoin par un processus top-down n'est pas très sain.
fondamentalement, Bitcoin, c'est un processus bottom-up, c'est un processus décentralisé qui vient de la base, de l'usage décentralisé. Donc, c'est comme ça qu'il doit continuer à se diffuser. Après, moi, je préfère un État qui encourage l'usage de Bitcoin à un État qui le diabolise, qui le persécute, qui essaye de le freiner, quoi. OK pour Bitcoin. Et pourquoi pas les autres monnaies ? Moi, je ne suis pas contre les autres monnaies. Je suis pour celle qui est la plus sécurisée, la plus inattaquable, la plus incensurable et la plus décentralisée. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est Bitcoin. J'ai l'impression. Après, il y a quand même un débat. Certains disent, mais si, il y a d'autres cryptos, elles sont aussi incensurables, voire même plus décentralisées et tout. Bon, je ne sais pas très bien. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que Bitcoin reste quand même en tête sur ces points-là. Merci Yorick. On va passer sur le focus Web3, actualité et avenir. Est-ce qu'un avenir prospère est-il possible avec notre système actuel monétaire ? Non, le régime fiat est voué à disparaître. Ça peut prendre des décennies, des générations, et avant d'en arriver là, il se peut très bien que la puissance publique essaye de le maintenir par un surcroît d'autorité, voire d'autoritarisme. Si c'est la méthode la plus optimale pour continuer à l'imposer, c'est comme ça que ça se fera. Et c'est ça le projet des MNBC. Mais fondamentalement, à très long terme, la monnaie fiat n'est pas tenable. Et ça, il n'y a que les Autrichiens qui le disent. La plupart des économistes refusent de considérer cet aspect. Donc, les décennies qui viennent seront très intéressantes de ce point de vue-là. Et heureusement qu'on a une solution de rechange fondée sur la liberté, qui est les cryptos en général et le Bitcoin en particulier. Tu crois qu'ils iraient jusqu'à l'autoritarisme ? En fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on t'empêche de plus en plus d'utiliser l'argent liquide, on réduit les montants autorisés en cash dans les transactions, les montants que tu peux sortir de ta banque sans contrôle pointilleux, etc. Et avec la MNBC, tout ça va être décuplé. Tu peux nous donner une définition rapide de ce qu'est une MNBC ? Donc une monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie banque centrale qui est numérique et qui est accessible aux particuliers. Donc 3 caractéristiques. On a déjà des monnaies numériques de banque centrale, mais qui ne sont pas accessibles aux particuliers. On a déjà de la monnaie banque centrale, mais accessible aux particuliers, mais elle n'est pas numérique. C'est le cash physique. Et pour la première fois, les MNBC cocheront ces 3 cases. Monnaie numérique de banque centrale, accessible aux particuliers. Et contrôlable à tout moment par le... Donc contrôlable, observable, pilotable, manipulable, sans limite par la puissance publique. Oui, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ou du moins dans le cadre où ça avance pour l'euro numérique, on voit que la Banque Centrale Européenne pourrait, avec son e-euro, donner une date de péremption à vos euros pour justifier de l'achat, etc. Voilà, parce que comme les banques centrales le disaient même, ce sera de l'argent programmable. De la monnaie programmable. Donc les gens auront un compte directement auprès des banques centrales, ou alors, ça reste à préciser, à travers des banques commerciales, mais avec une forme de monnaie qui sera manipulable à discrétion par les banques centrales, pour des motifs potentiellement politiques, mais qui s'abriteront derrière des motifs d'intérêt général, relance de la consommation, lutte contre le terrorisme, protection de l'environnement, tout ce qu'on veut. Mais ça reviendra à ça, à un contrôle accru de la puissance publique sur la monnaie. Et il faut bien resituer ça dans une dynamique multiséculaire. Ça fait des siècles que la puissance publique accroît son emprise sur la monnaie par petites étapes. C'est très progressif. C'est un mouvement multiséculaire. Et le XXe siècle a connu une accélération fulgurante de ce mouvement. Et les MNBC seront une nouvelle accélération de ce mouvement et pratiquement l'étape finale, en fait, de ce mouvement, dès lors qu'on aura supprimé le cash physique. Il faut bien mesurer les implications philosophiques et politiques et sociétales de ce point-là. Or, ça n'est jamais admis dans les débats par les banques centrales, par les armées d'avocats, de consultants et de communicants qu'elles financent, ou par les économistes indulgents et dociles qui analysent ce phénomène. Tout un futur alors pour nous. Un futur pas très réjouissant si on n'avait pas l'existence de Bitcoin, qui va être une bouée de sauvetage face à cette évolution. Quel est l'avenir de Bitcoin aujourd'hui ? Les perspectives sont plutôt bonnes si les États n'arrivent pas à interrompre son essor. Ils continueront à le freiner. Mais tant pis, on n'est pas à 10 ou 20 ans près. C'est un projet de société. Et il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à miner du Bitcoin, quitte à perdre de l'argent sur l'électricité dans son garage chez lui.
Je ne sais pas si c'est le scénario qu'il faut privilégier. Il vaut mieux un scénario où il est rentable de miner du Bitcoin. Et c'est plutôt ça qu'il faut espérer. Quelle liberté Bitcoin apportera-t-il à ses utilisateurs ? Bitcoin procure une véritable souveraineté financière à ses utilisateurs. Donc le fait d'être seul détenteur de ses avoirs financiers et le fait de pouvoir les transférer à qui on veut de manière incensurable. Et il faut ajouter à ça le fait que cette monnaie n'est pas manipulable par la puissance publique et donc elle est plus apte à conserver de la valeur. Aujourd'hui, donc, si on voulait remplacer l'économie qu'on a l'habitude d'avoir, d'ailleurs c'est la question de Psychops, l'économie tourne beaucoup autour de prêts. Aujourd'hui, pour faire des prêts sur la DeFi, on est obligé de mettre plus en collatéral pour recevoir de l'argent. Par exemple, si jamais on veut recevoir 100 000 euros, on va être obligé de mettre 100, 105 000 ou 110 000 euros en collatéral. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir remplacer cela et proposer à quelqu'un qui veut acheter une maison un prêt sans avoir à mettre l'équivalent déjà de sa maison en collatéral? Franchement, j'en sais rien. La seule chose qui compte pour moi, c'est que les marchés soient aussi libres que possible, parce que je pense que c'est le mécanisme qui permet le plus d'innovation, notamment pour régler ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'on ne règle pas ce sujet a priori d'en haut, depuis la position d'un observateur ou d'un bureaucrate. On le règle par l'entrepreneuriat, par l'innovation, par l'expérimentation. Et donc pour ça, il faut de la concurrence, de la liberté d'innover et de proposer des choses. Et donc une des promesses de la DeFi, c'est de rendre possible cette innovation qui n'est pas possible sur les marchés financiers traditionnels. Parce que les marchés financiers traditionnels sont surrégulés, contrairement à ce qu'on dit, et ils sont remplis de tiers de confiance qui paralysent l'innovation, prennent des coûts, imposent des délais, des risques, des retards, etc. Et donc la promesse de la DeFi, c'est de surmonter tout ça et de créer des services financiers nouveaux, plus efficients, plus inventifs, moins coûteux. Donc moi, j'ai spontanément plutôt confiance dans ce mécanisme-là pour régler ce sujet que tu décris. Mais c'est forcément progressif. Les gens qui disent « mais regardez, ça marche pas, ça fait 2 ans que ça existe et c'est pas déjà parfait ». En fait, c'est une critique que je comprends pas. C'est normal que ça prenne du temps. Est-ce que tu t'intéresses un petit peu aux NFT sur Bitcoin, les ordinals ? J'ai un peu regardé le débat. Quel est ton point de vue ? J'ai du mal à me faire un point de vue parce que je trouve que les deux points de vue ont des aspects convaincants. Celui qui dit il ne faut pas alourdir la blockchain Bitcoin excessivement, et celui qui dit en fait on n'y peut rien, c'est ça la liberté sur Bitcoin. Et puis d'un certain point de vue, ça crée une incentive additionnelle pour les mineurs, donc c'est pas mal. Donc j'en suis à ce stade, mais j'ai pas creusé plus que ça. Mais ça m'intéresse d'avoir ton propre point de vue d'ailleurs. Alors moi là-dessus je suis totalement pour, c'est quelque chose qui est légal dans le sens du protocole, donc dès lors ça me dérange pas. Et effectivement l'incentive pour les mineurs, c'est une des questions que beaucoup disaient ok mais comment on va faire dans 100 ans quand le halving, si Bitcoin n'a pas le prix n'a pas monté. Bon voilà, là au moins on est sûr de continuer à avoir une incentive pour les mineurs qui, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est l'un des 2 paramètres primordiaux pour les mineurs, c'est l'incentive économique et le hardware. C'est sûr qu'il va y avoir tous les travers qu'on peut avoir en laissant libre accès à mettre des images et des documents sur la chain. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'on pourrait pas faire des ordinals sur Lightning Network si on le peut? D'ailleurs, en parlant du Lightning Network, est-ce que tu es un adhérent du Lightning Network? Moi, j'aime bien le Lightning Network. Ça m'a vraiment fasciné intellectuellement. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, quand j'ai eu l'impression de comprendre, j'ai rédigé une petite note de synthèse d'une quinzaine ou une vingtaine de pages. Et puis, j'ai fait une conférence à Surfing Bitcoin en 2021 qui fait la synthèse de ça. Pour essayer d'aider les non-techniciens à comprendre cette chose qui est quand même très complexe. J'allais te demander de nous l'expliquer, mais bon, je renverrai vers la vidéo, j'imagine. Oui, mais en quelques phrases, on peut déjà donner quelques indices. L'intérêt du Lightning Network, c'est de permettre des transactions en Bitcoin, mais qui sont publiables, mais non publiées, et donc qui ne sont pas toutes enregistrées sur la blockchain Bitcoin, ce qui permet de surmonter les limitations qui empêchent la scalabilité de Bitcoin. Qui aujourd'hui est un des problèmes de Bitcoin. Voilà. C'est le passage à l'échelle et qui est en cours de résolution grâce au Lightning Network, qui a été conceptualisé en 2015-2016, expérimenté et ouvert au public en 2018. Et en fait, cet enjeu est en train d'être surmonté.
Et c'est assez frappant de voir que les médias qui passent leur temps à critiquer Bitcoin n'ont toujours pas identifié ce progrès. Est-ce que toi, ça t'arrive de payer avec le Lightning Network de temps en temps ? Rarement, mais ça m'est arrivé, d'abord pour expérimenter, et puis ponctuellement, par exemple au Salvador. Voilà, donc c'est une expérience fascinante, parce qu'en fait, c'est plus instantané qu'une transaction Bitcoin normale. Et donc c'est vraiment fascinant. Au Salvador, tu peux payer avec un Lightning Network vers un Chivo Wallet, ou il faut vraiment que ce soit entre 2 Chivo Wallet à chaque fois ? Chivo Wallet accueille les transactions en Lightning. Ouais. Donc tu peux payer avec n'importe quel wallet. Voilà, on-chain ou Lightning, et les gens ne sont pas obligés d'utiliser Chivo. D'ailleurs, ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres wallets qui sont plus intéressants. Voilà. Quel est ton avis sur la défaillance de certaines banques américaines ou suisses récemment ? Moi, je ne suis pas tellement un expert du secteur bancaire, mais je trouvais intéressante l'analyse autrichienne qui dit que, par certains aspects, notre régime monétaire actuel avantage le secteur financier outre mesure, ce qui n'est donc pas le résultat du capitalisme, mais plutôt d'un choix de politique publique. Mais par d'autres aspects, ce régime fragilise les banques, notamment parce qu'il leur permet d'accorder énormément de crédits sans avoir beaucoup de réserves. On a diminué le taux de réserve obligatoire. Et donc, il les incite à adopter des comportements dangereux pour elles. Et notamment dans les phases d'émission du crédit sans limite qu'on a vécu ces dernières années, et de sophistication et de complexification des instruments financiers qui sont permis par ça, par le soutien de la puissance publique. On amène certaines banques à se trouver dans des situations très fragiles, très risquées, beaucoup plus risquées que ce qui existerait dans un système de marché normal. Et quand les observateurs, les investisseurs, les analystes s'en rendent compte, ça crée des crises de confiance et des paniques dont la violence est exacerbée par ce système de monnaie fiat. Et donc ça provoque des effondrements très brutaux comme ceux qu'on a vus, et on risque d'en voir d'autres à l'avenir. Et après, il y a toujours des gens pour dire « Regardez, c'est le capitalisme qui fonctionne mal, etc. » Alors qu'en fait, on peut très bien estimer que ce n'est pas du tout le fonctionnement du capitalisme. C'est la résultante d'un système surpiloté et surrégulé et totalement influencé par des politiques publiques. Ça me fait rappeler à la phrase qu'a dit notre ami Alexandre Stachenko la semaine dernière, je crois, sur BFM, qui sera l'UBS du BS. Oui, voilà, c'est des phénomènes de cascade, de conséquences en chaîne, où tous ces acteurs sont entraînés dans la même chute, et c'est assez inquiétant. Quel est selon toi le Web3 de demain ? Le Web4 ? En quoi ça va consister ? Aucune idée, j'en sais rien, du moment que c'est fondé sur Bitcoin. Yorick, merci beaucoup. On va terminer cette interview par quelques questions éclairs, même s'il y a déjà des réponses que j'ai déjà, mais on va les poser. Bitcoin ou Ether ? Bitcoin. Secteur privé ou secteur public ? Secteur privé. Planche à billets ou austérité ? Ni l'un ni l'autre. Keynes ou Hayek ? J'hésite. C'est dur. Franchement, Monnaie traditionnelle ou crypto-monnaie ? Bitcoin. Podcast ou newsletter ? Pourquoi choisir ? C'est la fin. Merci à toi pour ton temps. Il nous reste une dernière question. Tu as vécu l'interview. À qui le tour maintenant ? Alors, j'aimerais beaucoup entendre quelqu'un qui est très important dans l'écosystème Bitcoin, qui est là, qui est un pionnier, qui est là depuis longtemps et qui n'est pas très connu du public, de la communauté, de l'écosystème, parce qu'il ne s'exprime pas énormément, alors que c'est un puits de science. C'est un des deux fondateurs et animateurs de Bitcoin.fr, Marco. Waouh, incroyable. Tu vas pas me croire, mais Marco, il y a 2 heures, je lui envoie un message pour lui dire bonjour, et j'allais lui proposer justement une interview. C'est un signe de la providence et des bonnes ondes que nous envoie Satoshi. C'est incroyable. Écoute Marco, ouvre tes DM parce que je suis déjà dedans. Merci d'avoir accordé aux auditeurs et à moi-même une partie de ton temps. Bonne continuation Yorick, et à très vite. Merci, à bientôt. C'était Yorick de Mombin sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.